Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Salon Parej pour ce nouveau numéro de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine. Merci au Cercle des Parej de nous accueillir, comme maintenant depuis un peu plus d'un an, et de nous permettre d'installer ici notre studio. Permettez-moi aussi de saluer nos fidèles partenaires, Orange et sa déléguée territoriale Patricia Lecoq, qui est aussi la maison de l'horloger joaillier Bianchi. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel Wife Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur les réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast sur toutes les plateformes musicales et de podcast. Et elle fera aussi l'objet d'un retour dans nos différents supports. Nous allons parler ensemble de politique pendant une heure, et notamment de politique nationale. Et Dieu sait que la situation nationale est actuellement assez particulière, voire ubuesque. Et nous allons en parler avec notre invité du jour, le député de Moselle, Ludovic Mendes. Bonjour Ludovic Mendes. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Bien installé? Très bien. Bon. Donc Ludovic Mendes, vous êtes député de la 2e circonscription de Metz. Vous avez commencé votre engagement politique en militant au Parti socialiste. En 2016, vous êtes parmi les premiers à rejoindre le mouvement En Marche du jeune ministre alors de l'économie Emmanuel Macron. Vous participez alors à ce qu'on appelle la Grande Marche et vous êtes alors membre des Jeunes avec Macron. En 2017, dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, vous êtes investi par le mouvement sur cette circonscription qui était celle historique, j'allais dire, de Denis Jacquat, Denis Jacquet qui ne se représentait pas alors en 2017. Vous êtes élu, réélu en 2022 dans la foulée de la réélection du président de la République, puis réélu en juillet dernier suite à la dissolution. Vous avez été aussi un des premiers donc je l'ai dit, vous avez été un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron en 2017, mais vous avez été aussi l'un des premiers un peu à avoir des mots assez durs sur le président de la République en annonçant il y a, je crois, ça devait être en 2022 déjà la fin du macronisme. Alors, on va beaucoup parler de politique nationale là, on va parler aussi de la situation j'allais dire gouvernementale, mais avant, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire pourquoi, quel est ce cheminement qui fait que là, malgré le fait que vous soyez un des premiers marcheurs, j'allais dire, vous avez été aussi l'un des premiers à prendre un peu de distance avec ce qu'on appelle le macronisme. Alors, je me permets, mais sans vous reprendre, c'est pas la fin du macronisme, mais la fin de la Macronie. De la Macronie. La fin de la Macronie, pourquoi? Parce que à partir du moment où le président de la République est dans son 2e mandat, il ne peut pas se représenter. Donc on est sur un mouvement ou des mouvements, parce que ce qu'on appelle la Macronie n'est pas simplement l'ancien mouvement En Marche qui est devenu depuis Ensemble pour la République, mais il y avait aussi donc le MoDem et Horizon et potentiellement d'autres alliés comme Franck Riester avec Agir ou Olivier Dussopt avec Territoire de Progrès. À partir du moment où il ne peut pas se représenter, on sait qu'il va y avoir une course à savoir qui va être le successeur. Et donc à partir de là, la Macronie décède parce qu'on cherche à nouveau à créer un nouveau souffle politique et on sait que ça va être parfois la guerre, la conquête, le combat, pour savoir qui va être présidentiable ou en capacité de pouvoir se présenter. Donc c'est pour ça que je dis ça, en disant que le macronisme peut survivre si on accepte aussi de revenir à l'origine du macronisme, ça veut dire le dépassement politique. Et quand on arrive en 2022 à l'Assemblée nationale, on n'est plus en majorité absolue, on est en majorité relative, et à partir de là, on doit à nouveau se dépasser. Et malheureusement, on n'a pas su le faire, alors que moi, depuis juillet 2022, je disais qu'il fallait prendre le temps. Je disais à Elisabeth Borne qu'on pouvait faire une coalition. Il y a des personnes qui pouvaient accepter de travailler avec nous, mais pour ça, il faut avoir une main tendue et accepter de dire que quand on travaille avec vous, on prend aussi une partie de vos idées et pas venez juste avec nous faire ce que nous on a envie de faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un échec pareil sur l'année 2022 et 2023 et que ça a été compliqué sur les différentes lois type retraite ou immigration ou d'autres sujets qui ont été un peu plus compliqués. Mais les deux plus politiques étant ces deux textes-là, ça a été compliqué pour certaines personnes de se dépasser, étant donné qu'on n'a pas été capable nous de nous dépasser pour pouvoir les accueillir et expliquer que vu que la Macronie allait décéder entre guillemets et que le macronisme allait être en difficulté, revenons à l'origine du macronisme, le dépassement. Ce qui a fait que des gens qui venaient du Parti socialiste comme moi et des personnes qui venaient, par exemple, des LR, ont pu créer une aventure commune, alors que jusqu'à maintenant, on pensait que c'était impossible. Ces difficultés de la Macronie que vous aviez pas anticipées mais prévues, elles trouvent un peu leur paroxysme actuellement, mais aussi au moment de la dissolution de l'Assemblée. Alors on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais en fait c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Si on revient juste sur cet épisode-là, comment vous l'avez vécu, l'annonce
et puis derrière les résultats qui ont suivi. Alors, vu qu'on est sans filtre, je vais rester cash. Je l'ai très mal vécu, ce qui est à peu près normal. Alors humainement, je le vis très mal parce que du jour au lendemain, on perd tout. Il faut le prendre en considération et ça a été très compliqué aussi humainement pour mes collaborateurs. C'est les règles du jeu, c'est les règles du jeu, mais il faut le prendre en considération. Je veux dire, on est humain. On a des personnes qui nous accompagnent, qui m'accompagnent, moi, pour certains, depuis plus de 4-5 ans, qui sont là, parfois jour et nuit, du lundi au dimanche, et c'est important pour moi aussi d'avoir une reconnaissance. On a des chefs d'entreprise dans la salle, je crois qu'on sait l'importance d'avoir des collaborateurs et de leur bien-être. Donc ça, pour moi, déjà, humainement, ça a été compliqué. Après, politiquement, pour moi, c'était une erreur fondamentale. Non seulement parce qu'il y a que le Rassemblement national qui demandait une dissolution, et que ça faisait des mois que la petite musique montait, et que les repas que nous faisions avec les conseillers du président de la République ou alors d'autres personnes nous faisaient comprendre qu'il y avait une possibilité de... Et quand on regardait sur le terrain, on disait, il n'y a aucune possibilité d'inverser la vapeur. Alors ils ont fait un choix. D'inverser la vapeur par rapport à la montée du Rassemblement national. C'était impossible de pouvoir inverser cette vapeur-là s'il n'y avait pas une volonté nationale de tous les partis politiques de la bloquer. Et on a bien vu que c'était pas le cas. D'ailleurs, il y a eu quand même le Front républicain. Ça c'est autre chose. C'est arrivé bien après. Une fois que tout le monde était en danger. Je rappelle que la majorité des partis ont dit qu'on n'aiderait personne. La gauche a dit on n'aidera pas la Macronie. La droite a dit la même chose. Nous, on a dit on n'aidera pas la gauche, on n'aidera pas la droite non plus, sauf si ce sont des personnes avec qui nous pourrions travailler. Ce qui était une erreur fondamentale. Quand on prend ce genre de décision, il faut absolument avoir vérifié avant qu'on soit en capacité de pouvoir rassembler, de fédérer derrière pour limiter l'impact du Rassemblement national. Le président de la République n'a jamais eu la volonté de mettre Marine Le Pen ou Jordan Bardella en responsabilité. Ça, c'est une chose qui est claire, qui est sûre. Maintenant, on a les confirmations que c'est une erreur stratégique. Et moi, dès le lendemain, je crois que j'ai dit que pour moi, c'était pas une bonne idée. J'avais même été abasourdi pendant l'annonce parce que c'était trop tôt, c'était pas calculé, et c'était la seule volonté du Rassemblement national. Donc c'est comme si on leur disait, vous aviez raison. Vous avez tout gagné, et autant leur donner les clés de la maison Élysée dès 2024 si on a envie de faire ce genre de choses. Donc voilà pourquoi moi j'ai cette interprétation qui est pas simplement personnelle, mais quand on regarde comment se sont passées les élections après la dissolution, on se rend compte qu'en fait, il n'était pas possible d'inverser cette vapeur-là, et sans le front républicain, ou sans l'engagement de certains partis de dire on prend pas le risque de faire gagner le Rassemblement national, et sans des citoyens qui se mobilisent de façon exceptionnelle pour ces législatives, le Rassemblement national aurait eu la majorité absolue. Donc, en juillet dernier, vous êtes réélu, donc vous dites que vous ne siégerez pas, avec le mouvement Ensemble, enfin, en tant que mouvement Ensemble, mais vous seriez apparenté. Vous en êtes où aujourd'hui? Où est Ludovic Mendes au sein de l'Assemblée? Je suis apparenté Ensemble pour la République. Alors pour les non-initiés, ça veut dire quoi, apparenté? Ça veut dire que je suis dans le groupe et en même temps je suis à côté. Ça veut dire que j'ai tous les avantages du groupe Ensemble pour la République, et en même temps j'ai ma liberté de pouvoir à un moment ou à l'autre soit le quitter, soit de me renforcer à l'intérieur. C'est ma manière de respecter les électeurs de la deuxième circonscription, parce que il n'y a pas eu que des électeurs convaincus par le macronisme et par ce que nous avons défendu politiquement. Il y a des personnes qui se sont déplacées parce qu'il y avait un risque important du Rassemblement national. Je suis arrivé en deuxième position dès le premier tour, avec un écart qui était assez important. Donc il fallait rassembler le plus largement possible, et j'ai eu de la chance que chaque responsable politique au niveau local s'est dit qu'on pouvait pas prendre ce risque et de laisser le Rassemblement national gagner, en plus avec une candidate qui avait tenu des propos plus que limite sur un plateau d'ailleurs qui avait été tourné ici. Maintenant, cette liberté-là, je vais essayer de la garder, quoi qu'il arrive. Je pense que je l'ai toujours eu, j'ai toujours été un peu cash dans la manière de dire certaines choses, et quand je vois ce qui est en train de se passer actuellement, je me pose plein de questions sur la responsabilité de chacun, et je me dis que même notre groupe est un peu inexistant. On a beaucoup de dialogues, on parle beaucoup du nouveau Front populaire, on parle beaucoup de personnes, de personnalités, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi faire? On va y venir, mais avant, ce qui est intéressant, vu votre parcours, justement, c'est votre relation par rapport au président de la République. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez été déçu, parce que le terme, vous pouvez l'employer, par Emmanuel Macron? Je ne parlerai pas de déception. Comme tout le monde, donc quand on part dans cette aventure au tout début, on est tous surexcités et on crée quelque chose de nouveau et quelque chose qui me parlait. J'ai 30 ans, ça faisait un moment que je disais au Parti socialiste que je me sentais plus très à l'aise et que c'était un peu compliqué. Et puis la campagne de 2015 avec Jean-Pierre Masseret au régional, pour ceux qui s'en souviennent, était très compliquée ici. Mais j'ai rencontré des belles personnes et j'ai appris énormément de choses au Parti socialiste. Là-dessus, je peux pas le nier, je peux pas le rejeter. Que ça soit à Metz avec les équipes de Dominique Gros, que ça soit au niveau départemental ou au niveau régional. Mais en même temps, la doctrine me posait problème. J'ai l'impression qu'on s'enfermait de plus en plus, et il y avait une bascule vers ce qu'on pourrait qualifier de l'extrême gauche, ou vers une
logique un peu mélanchoniste, où on commençait à rejeter de plus en plus les chefs d'entreprise, le monde économique. D'ailleurs, la campagne de Benoît Hamon a fait un flop aussi à cause de ça. Non, mais c'est important pour moi de le rappeler. Et c'est aussi pour ça que moi, j'avais cet engagement différent, de me dire, il y a quelqu'un qui parle différemment de ce que nous entendions jusqu'à maintenant. Et puis au fur et à mesure du temps, oui, il n'y a pas une forme de déception, mais il y a l'obligation, la réelle politique, comme on dit, de trouver des réponses, de trouver des solutions. Parfois, on vote en sachant que ça nous fait pas toujours plaisir, mais c'est pour l'intérêt général et qu'on est là pour représenter la France et les Français. Et puis, il y a des décisions qui sont prises. Je pense que le président de la République, à titre personnel, est mal entouré. Mal entouré. Je pense qu'on manque d'arrière-ban, en fait, comme on peut dire dans le monde du foot. On est dans un stade, autant en profiter. Il n'y a pas de profondeur de banc. Il n'y a pas de profondeur de banc et la problématique est là. Ce qui fait que quand on s'entoure de très peu de personnes qui pensent tous la même chose, c'est un peu compliqué. Il faut accepter, et ça c'est le grand rabbin de France qui m'a dit, excusez-moi de le citer, mais il est important de s'entourer de personnes qui ont l'habitude de nous dire non, ou de nous dire vous n'avez pas été assez bon, il faut vous améliorer, que de personnes qui vous disent vous êtes le meilleur, c'est génial, continuez comme ça. C'est important de le rappeler, je pense que c'est des erreurs humaines, importantes, et je crois que le pouvoir isole de plus en plus, et on lui a reproché, nous, à plusieurs reprises, de ne pas assez nous recevoir pour nous entendre, d'entendre ce que nous avons à raconter selon nos territoires, parce que la Moselle est un territoire particulier, et qu'en Moselle, il y a encore des territoires plus particuliers. Et ça, quand on m'explique qu'il n'y a pas de risque politique en Moselle, je me dis que là, il y a un problème d'analyse politique. Donc, première question, est-ce que vous êtes déçu? Vous avez répondu à votre manière, mais c'est la vie. Est-ce que vous êtes toujours un soutien du président de la République? Je reste un soutien du président de la République en l'état et je n'ai envie de soutenir personne d'autre. D'ailleurs, il est aujourd'hui le chef de l'État et je reste loyal à cette démarche-là et j'ai énormément de respect pour le président de la République. Mais j'ai la chance de pouvoir lui dire quand je suis content et pas content. Et je crois que c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Ça veut dire que j'ai pu lui dire en face certaines choses, j'ai pu lui écrire certaines choses et c'est important de rester dans cette logique-là tant qu'on peut construire derrière et qu'on est assez écouté. Maintenant, en l'état, là maintenant, le président de la République, pour moi, fait des erreurs importantes et on en parlera peut-être un peu plus tard. Allons-y, voilà, quel est votre regard sur encore une fois, j'ai la situation ubuesque que nous vivons là depuis maintenant plus de 50 jours et où on nous annonce tous les jours la nomination d'un nouveau Premier ministre et puis ça vient toujours pas. Voilà. Comment vous... Ça, par exemple, pour moi, est une erreur fondamentale. Tous les jours de donner des noms en permanence. Est-ce que vous ressentez, ça vous agace, ça vous énerve, vous trouvez ça risible, triste Je trouve ça inintéressant et ça apporte aucune possibilité de construction. J'aurais aimé que le président de la République parle au Français d'abord. Leur expliquer, reconnaître peut-être ses choix, expliquer pourquoi... Reconnaître la défaite aussi. La défaite, c'est important de la reconnaître. On a été nombreux à la reconnaître avec difficulté au départ. C'est ça qui a été troublant aussi dans notre groupe politique. Expliquer les choses et dire pourquoi il veut, ce qu'il veut faire derrière, comment il veut le faire, comment il veut construire avec d'autres types de personnes, avec d'autres engagements politiques. Là, en l'état, on ne le sait pas. On parle beaucoup de noms. On parle pas de pourquoi. On a des noms qui sortent de chapeau tous les 4 matins. Je vais faire réagir dessus. Et là, on était censé avoir une annonce hier. On ne l'a pas eu. On aura peut-être une annonce aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 15 jours. Ce qui n'est pas ubuesque, c'est la situation. C'est juste qu'en France, on n'a pas l'habitude. Sous la Ve République, ce n'est jamais arrivé. Donc on n'a pas cette habitude de se dire comment on crée une coalition. Oui, mais dès le lendemain ou même dès le soir même, vous étiez sur le plateau à la préfecture, je vous recevais. On n'a pas l'habitude et on sait pas faire. Et vous dites voilà, il faut qu'on apprenne à travailler. Enfin, tout le monde dit ça, avec ce mot, cette formule à la bouche, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont à la bouche, malheureusement, et c'est ce qui me dérange un peu. C'est que chacun est dans son couloir de l'âge, chaque parti veut son parti et se prépare pour 2027. Si on pouvait déjà terminer l'année 2024 avant de passer à 2027 ou à 2026 ou à je ne sais quelle autre année, c'est important. On a des entreprises qui ont besoin de visibilité, on a des Français qui ont besoin de visibilité, on a des Français qui ont besoin d'accompagnement sociaux et financiers, on a des enseignants qui sont en difficulté, on a des parents qui commencent à paniquer, on a des agents de police qui se posent des questions sur la suite aussi parce qu'il y a des problématiques dans notre pays. Tout ça sont des sujets qui ne sont pas traités et on ne leur donne pas de vision politique. On leur dit qu'on va mettre quelqu'un qui va gouverner et on verra ce qu'on fait plus tard. Pour moi, la logique, c'est qu'est-ce qu'on propose et après on voit qui est le leader de cette proposition. Ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait en Espagne, ce qui se fait en Belgique, dans les pays dits plus parlementaires, où on a l'habitude de créer des coalitions politiques. C'est pas au président de la République de dire voilà ce qu'on va faire, c'est au parti peut-être de faire des propositions. Alors dans ce cas, au président de la République de dire proposez-moi quelque chose, et selon vos propositions, nous nommerons quelqu'un. Alors pourquoi votre camp politique, le bloc central et puis le groupe Ensemble pour la République ne l'a pas fait? On l'a fait.
On a créé, nous, nos propositions. Dans votre couloir, comme vous dites, dans votre couloir. Alors non, on a écrit les nôtres, on les a adressés, ce qu'a fait aussi Laurent Wauquiez avec son parti, ce que n'a pas fait malheureusement le Nouveau Front Populaire, parce que c'est leur programme, rien que leur programme et tout leur programme. Nous, on a mis des lignes rouges, on a mis des pistes, on a proposé des pistes d'amélioration. Les LR ont proposé un pacte de gouvernement. Ça ne suffit pas. Il y a d'autres partis politiques avec qui on peut dialoguer, on doit dialoguer, et on doit tous se mettre autour d'une table. Et on se dit, voilà, on se donne un échéancier. On se dit, voilà, on est aujourd'hui, je ne sais pas, le 4 septembre, le 5 septembre, pardon, faisons en sorte que au 5 octobre, on ait une proposition complète. Il faut savoir apprendre le temps. Ce qu'on ne sait pas faire dans notre pays. Je sais que c'est compliqué, mais cet été, c'était un peu complexe. C'est une période estivale. Tout le monde est encore un peu... les Jeux Olympiques, c'est une excuse qui nous aide plus qu'autre chose, mais tout le monde était encore sorti de sa campagne. Donc, chacun avait la tête dans le guidon en disant, je vais continuer dans mon couloir de nage et je vais finir par gagner. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les Français nous demandent de sortir de notre couloir de nage et de faire en sorte qu'on soit une équipe, et non pas des personnes qui décident plutôt de se taper dessus et de faire la course les uns contre les autres. On vous dit c'est de la responsabilité des partis ou des blocs, en tout cas de faire des propositions. Il y a un bloc qui a fait une proposition, le nouveau Front Populaire, qui a proposé Lucie Castet. Voilà, je vais vous faire un peu réagir sur chacun du casting, j'allais dire, qu'on a pu passer. Quel était votre regard là-dessus? Enfin, votre parti, en tout cas, a dit que c'était hors de question et que si c'était elle, ou s'il y avait un seul ministre LFI, c'était la censure, quoi. Parce que c'est bien le sujet, c'est que voilà, tout le monde menace de voter la censure du futur gouvernement. Dans ces moments-là, on est tous irresponsables. À partir du moment où on dit on va censurer parce qu'il y aura un tel ou un tel, ça n'apporte pas de réponse. Je rappelle que nous-mêmes, nous sommes battus. Pour vous, ce qu'a dit Stéphane Séjourné, patron de votre parti quand même, parce que vous êtes toujours adhérent, mais si vous êtes apparenté, vous êtes toujours adhérent de j'ai ma liberté de pouvoir dire donc que je suis d'accord ou pas d'accord. Ce qu'a dit Stéphane Séjourné, c'est irresponsable. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que quand nous avons subi toutes ces motions de censure, à plusieurs reprises, on leur a retourné en leur disant, si vous vous mettiez d'accord sur une motion de censure, vous devez vous mettre d'accord pour gouverner derrière. On peut pas tenir ce genre de propos et ne pas l'appliquer derrière. Moi, il est hors de question que je vote une motion de censure avec le Rassemblement national et derrière, dire on fait comme si de rien n'était. Logiquement, si on vote une motion de censure, on devrait être une alternative et de proposer une alternative à cette motion de censure. Est-ce qu'on a une alternative potentielle avec le Rassemblement national? La réponse est non. Donc à partir de là, on ne doit pas tenir ce genre de propos. D'ailleurs, j'ai pu voir qu'on ne voulait pas de Bernard Cazeneuve ou de Xavier Bertrand parce que le RN aurait dit qu'il allait censurer. Depuis quand on fait plaisir au Rassemblement national? Ça, ce sont les questions qu'on doit se poser maintenant, parce que je pense qu'on n'a toujours pas compris qu'à force de faire ce genre de choses, on est en train de mettre le Rassemblement national en orbite politique. On va revenir sur le rôle central que joue ces derniers jours le Rassemblement national. Mais le problème, il est là, c'est qu'on part du principe que le Rassemblement national joue un rôle central qu'il ne devrait jamais jouer. Mais on ne devrait pas lui donner autant d'importance. Mais sur la gauche, sur Lucie Castet, là, si je comprends bien. Je vais y revenir sur Lucie Castet. Est-ce que, si je comprends bien, si le président de la République l'avait nommé première ministre et qu'elle aurait constitué un gouvernement sans doute composé des différentes sensibilités du nouveau Front Populaire, vous n'auriez pas voté je n'aurais pas voté la censure. Ça, je l'ai dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Par contre, nommer Lucie Castet avec un programme inapplicable, ça aurait été une erreur fondamentale. Le problème n'est pas, je le répète, la personne que l'on nomme. Mais pourquoi faire? Le programme du nouveau Front Populaire appartient au nouveau Front Populaire. Maintenant que le nouveau Front Populaire n'a pas gagné les élections, il est en tête, mais il ne les a pas gagnés. Les gagner, c'est être plus proche de la majorité absolue. Il en est même très loin. Il lui manque plus d'une centaine de parlementaires, de députés. Donc maintenant, il faut qu'on trouve une autre solution. Et je crois qu'il y a des personnes avec qui nous pouvons travailler au nouveau Front Populaire. Et nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Le Parti socialiste, les écologistes, on l'a fait avec certains membres du mouvement de Benoît Hamon. On l'a fait avec le Parti communiste. Et on est nombreux à dire ni LFI ni RN sans les mettre au même niveau. Le RN parce que c'est l'extrême droite et que, à titre personnel, c'est un combat personnel, et LFI parce qu'il y a beaucoup trop de déviance, il y a beaucoup trop de polémiques, et la manière dont ils traitent même leurs amis politiques, ça donne pas envie de travailler avec eux, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. D'ailleurs, la motion déposée par Mathilde Panot pour que le président de la République soit démis de ses fonctions est une parodie démocratique. Si c'était Lucie Castet Première ministre, encore une fois, il y aurait des ministres LFI. Donc, mais il n'y aurait aucune chance. On va pas se mentir. Ils savent très bien qu'en proposant Lucie Castet, ils n'ont aucune chance de la faire nommer Première ministre. C'est une stratégie politique.
C'est de mettre la pression sur le président de la République en espérant que le président de la République finisse par lâcher quelque chose. D'ailleurs, ils ont fini par le dire. Et ce qu'il s'est passé au Parti socialiste en début de semaine démontre bien qu'ils sont dans une autre logique aussi aujourd'hui. Lucie Castet, une inconnue du grand public qui vient de la mairie de Paris, ça ne rassurait pas non plus l'ensemble des Français. Et il faut accepter aussi de se dire, ce que refuse une bonne partie du Nouveau Populaire, de parler d'insécurité, de parler de problématiques en lien avec l'immigration et autres, qu'ils refusent d'aborder. Il y a des réalités. Même si je viens de la gauche, même si j'ai travaillé sur ces sujets, on peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes à régler, et en l'état, ce qui était proposé sur le régalien, posait un véritable problème. On peut parler autant qu'on veut de l'augmentation du SMIC. C'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes de la France. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est bien beau de parler du SMIC, mais qu'est-ce que nous faisons des autres salariés qui ne voient pas leur pouvoir d'achat évoluer, qui ne voient pas leur salaire évoluer, et ces chefs d'entreprise qui aimeraient pouvoir faire en sorte que leurs salariés gagnent plus d'argent et qui ont des difficultés qui ne peuvent pas le faire. Il y a un vrai sujet de fond derrière. Et tout ça, ce n'est pas traité parce qu'on est toujours dans le dogme politique, on lance des grandes phrases, mais il n'y a rien à construire. Je continue à vous faire réagir sur certains noms qui ont émergé ces derniers mois. Thierry Baudet, président du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, là, qui est sorti, voilà, qui à un moment donné en 2 jours est sorti du chapeau, j'allais dire, du président. Voilà, c'était tout d'un coup, il allait être nommé, puis finalement, notamment en consultant ses propres troupes, voilà, on a dit que c'était pas une bonne idée. Donc, comment vous avez réagi à cette apparition et ce que vous en pensez? Ça dépend ce que l'on veut faire. C'est un gouvernement technique, un gouvernement politique, un gouvernement qui est de rassemblement, un gouvernement de coalition. Alors justement, non, mais justement, on peut sortir autant de noms qu'on veut. Gouvernement technique. Je vais revenir là-dessus. Je le dis depuis tout à l'heure. Vous pouvez me donner autant de noms que vous voulez. Ça ne changera rien à ce que je pense. C'est-à-dire que il est le président de la 3e chambre. Donc déjà, c'est important. Il préside le Conseil économique, social et environnemental. Donc c'est pas négligeable. Il sait faire. Il a une habitude. Il y a une façon de travailler qui est intéressante. Mais au-delà de ça, encore une fois, pourquoi faire? Je reste droit dans mes bottes là-dessus parce qu'on peut sortir autant de noms que nous voulons. Si nous ne sommes pas en capacité d'expliquer où nous allons, ces noms ne serviront strictement à rien et ils seront temporaires. On peut construire quelque chose de nouveau. On a la chance de construire quelque chose de nouveau sous la 5e République et on ne le saisit pas. La personnalité est importante parce que c'est elle qui aura justement apporté le projet dont vous faites, que vous mais évoquez. déjà, il faut l'avoir ce projet. Voilà, mais il faut un nom déjà qui fasse déjà l'unanimité, ou la majorité, on va dire, dans un premier temps. Ben, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Le nom est important. Je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. On n'a pas de projet, on cherche un nom. Et on dit, il va appliquer le projet qu'on va peut-être décider plus tard. D'abord, on part de ce projet, et après, on voit qui est capable de le porter. C'est ça, normalement, que nous sommes censés faire. Quand on est dans une entreprise, c'est la même chose. D'abord, on réfléchit à un projet, et après, on dit qui va porter ce projet, avec quelle équipe. C'est la même chose dans une équipe sportive. Là, en politique, on fait l'inverse. On dit, d'abord, on va mettre quelqu'un, et après, vous vous débrouillez pour créer un projet. Ça ne peut pas marcher. Pas en l'état, pas la manière dont les partis politiques français se comportent, et pas quand on est dans un pays où d'habitude, on est soit dans l'opposition, soit dans la majorité. On ne sait pas faire. Alors, avec qui le projet? Avec tous ceux qui ont envie de travailler. Ce qu'on appelle aussi l'arc républicain. Je vous l'ai dit, pour beaucoup d'entre nous, ni RN, ni LFI. Et de plus en plus, même au sein du Parti socialiste et dans d'autres groupes, j'ai des personnes qui me disent pas de la France insoumise. On n'est pas, moi, j'ai jamais parlé du nouveau Front populaire comme quelque chose que je rejetais. Je rejette simplement la France insoumise par rapport à la manière dont elle se comporte, par rapport aux incivilités, par rapport aux insultes que j'ai pu avoir, par rapport aux menaces. Tout ça, c'est important pour expliquer pourquoi on ne peut pas travailler avec eux. À partir de là, on sait qu'on a besoin de social. On sait qu'on a besoin d'accompagnement économique. On sait qu'on a besoin de réponses sécuritaires. On est capable de le faire. Pourquoi on est capable de le faire dans les conseils municipaux, au niveau des conseils départementaux, au niveau des conseils régionaux, et on peut pas le faire au niveau national? Alors, ok, on vote pas tout, ils votent peut-être pas les budgets, mais 95% des motions municipales, départementales ou régionales sont votées par l'ensemble des groupes. Faisons-le au niveau national. Apprenons à faire transformer la 5e République et donnons le pouvoir au Parlement comme tous les parlementaires le demandent. Donc, je résume, en gros, c'est du Parti socialiste au LR. Oui, et puis avec Lyotte, les groupes complémentaires. Que le Parti socialiste accepte de sortir du nouveau Front populaire. C'est la première. Ça, c'est un débat qu'ils doivent avoir eux en interne. Je crois qu'il y a eu un vote ces derniers temps qui disait qu'ils étaient prêts à réfléchir au pourquoi et pas au pour qui. On avance déjà. Pour qui, quand même. Alors, imaginons. Alors après, il faut bien des noms. J'y reviens quand même. Il faut bien qu'il nomme un Premier ministre. La piste. Actuellement, on a un Premier ministre démissionnaire qui est Gabriel Attal. Oui, donc on peut quand même travailler. Je veux dire, notre pays n'est pas à l'arrêt. Il y a des décisions qui peuvent être prises. On peut continuer longtemps comme ça, justement. Oui, mais une fois qu'on a le Premier ministre, on n'aura pas le gouvernement en entier. Donc ça ne changera rien. Alors, non mais si vous prenez l'arc que vous avez évoqué, donc
faut bien mettre des noms, j'y reviens quand même, parce que je veux savoir ce que vous en pensez. En plus, vous êtes un socialiste, Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur et je pense qu'il serait une des meilleures personnes à ce poste pour rassembler. Il est capable de parler à gauche, au centre et à droite. Et c'est un homme d'État. Il l'a démontré à plusieurs reprises. On a eu de la chance, je crois, à l'époque, Dominique Gros l'avait fait venir à Metz. Moi, je suis subjugué par cet homme. J'ai de la chance de le rencontrer à plusieurs reprises en tant que parlementaire, de l'auditionner, de pouvoir échanger. Il a une profondeur intellectuelle qui est assez exceptionnelle et il est capable de pouvoir s'adapter. Et c'est un homme de consensus. C'est pas un homme qui crée des difficultés. Et je pense qu'il aurait toute sa place pour être le Premier ministre et de rassembler avec des personnes de gauche et de droite. Mais il va falloir, pour ça, avoir un projet et de pouvoir avancer tous ensemble. Mais oui, à titre personnel, je pense que Bernard Cazeneuve est, pour moi, le mieux placé, si on regarde simplement dans les représentants politiques, pour prendre cette place-là. De l'autre côté de l'éventail politique, Xavier Bertrand. Parce que c'est les deux noms qui tenaient il y a 48 heures encore. Je viens de vous dire que j'étais plus pour Xavier Bertrand, pour Bernard Cazeneuve, donc c'est un peu compliqué de valider l'hypothèse de Xavier Bertrand. J'ai plus de difficultés avec Xavier Bertrand. Alors je sais qu'il a fait une espèce de mue politique, mais il y a plein de choses qui vont nous éloigner aussi sur la manière de faire campagne. Et à nouveau, est-ce qu'il est capable, lui, de rassembler à gauche, comme Bernard Cazeneuve est capable de rassembler à droite? J'en suis pas certain. Alors il y a encore d'autres noms, effectivement. Je crois que les derniers, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, Michel Barnier, qui a priori ce matin, enfin, avant de commencer cette émission, tenait l'accord. Donc du coup, on revient plus sur des personnalités de droite, mais on voit qu'à chaque fois, voilà, il y a le risque de censure. Et là, est-ce que vous pensez, même si vous avez dit il faut travailler tous ensemble, mais concrètement, est-ce que vous pensez vraiment que la solution, est-ce que vous pensez pas que la solution est insoluble finalement? Non, elle est pas insoluble. D'un gouvernement politique, quoi, parce qu'à chaque fois, on va avoir soit le bloc Nouveau Front Populaire, soit le bloc Ciotti Rassemblement National, qui vont menacer à chaque fois de voter la censure. Ce n'est pas insoluble si on accepte de se dire qu'on peut écrire une nouvelle page de la politique française sous la Ve République. Il faut accepter aussi de parler peut-être des élections législatives avec de la proportionnelle, chose qu'on avait posée en 2007 qui n'avait pas été faite. Et beaucoup d'entre nous le demandent. Vous le demandez encore, oui, ça va. Ça revient évidemment. Vu le blocage, c'est une idée qui revient en force. Et moi, au-delà de ça, je suis pour une élection proportionnelle intégrale à l'ensemble des élections, parce que je pense que respecter le vote des Français et de nous obliger à trouver du consensus pour avancer, c'est la seule et unique façon de le faire. Et ça marche partout ailleurs autour de nous. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher en France? C'est le problème que nous avons en France aujourd'hui, c'est qu'on s'oppose en permanence, alors qu'on devrait construire. On doit prendre l'idée de chacun et de voir comment on peut trouver un consensus qui permet d'apporter des réponses. Les Français sont les mêmes. Quand on a des amis, on pense tous différemment dans une même soirée, mais on va passer quand même un excellent moment et on va essayer de construire tous ensemble. On aimerait que ça se fasse de la même façon en politique, tout en acceptant de dire qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on a une vocation, on a une obligation, c'est de répondre aux Français qui nous ont élus. Et derrière, de dire, moi, après, je repars de mon côté à la prochaine élection avec mon propre programme, parce que je suis plus social, parce que je suis plus libéral, parce que je suis plus à gauche, plus à droite, et on doit le respecter. Si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Angela Merkel a bien eu un gouvernement avec des membres du SPD. Ça a fonctionné. Et ils ont pu répondre sur la sécurité, sur l'immigration, sur le social, sans poser de problème particulier. Et c'est la même chose en Espagne. Est-ce que vous pensez que c'est faisable avec le calendrier électoral qui est devant nous, parce qu'on a 2027 la présidentielle, on voit bien que chacun se positionne aussi pour 2027. Voilà, en gros, on a l'impression que personne ne veut y aller à Matignon parce que il y a 2027 derrière. Est-ce que c'est aussi votre lecture? C'est sûr que quand on veut être président et qu'on n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour être Premier ministre, il faut se poser la question de pourquoi on veut être président. Ça, c'est un autre débat. Je reprends l'exemple volontairement de l'Allemagne, c'est des mandats de 4 ans. Ils sont capables de prendre 6 mois pour négocier. Nous, il nous reste un peu plus de 3 ans. On peut bien prendre 3 à 4 mois, ou même jusqu'à début octobre ou mi-octobre pour trouver une solution. Il faut qu'on change de logiciel. C'est le problème de fonctionnement de notre logiciel politique qui pose ce problème-là. Donc oui, tout est possible si on accepte de se dire, on parle d'une page blanche et on écrit un nouveau chapitre de la vie politique française. Votre réaction sur l'interview qu'a accordé Édouard Philippe, je crois que c'est dans Le Point, où il annonce il confirme, parce que c'est pas un scoop, hein, qui confirme qu'il est candidat, Édouard Philippe, pour la présidentielle de 2027. Et il ajoute même avant, si des fois le président de la République devait être empêché ou s'il n'allait pas au bout de son mandat. Déjà,
Première question, qu'est-ce que vous pensez d'Édouard Philippe, de son annonce? Vous l'avez soutenu lorsqu'il était Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ou une chance, ça dépend de quel côté on se place, qu'Emmanuel Macron n'aille pas au bout de son mandat présidentiel? Alors concernant Édouard Philippe, c'est une personne que j'apprécie énormément. Je trouve que on a très bien travaillé ensemble. Je pense que l'annonce n'arrive pas du tout au bon moment. D'après ce que j'ai compris, je crois que c'est Le Point qui le sort un peu plus tôt que prévu, d'après les informations que j'ai pu obtenir, pour mettre un peu la pression sur Marine Le Pen, qui se dit qu'il peut y avoir une démission du président de la République. S'il y avait une démission du président de la République, je pense que notre pays aurait du mal à s'en remettre. Parce que ça sera très violent derrière, en termes de campagne, en termes de fonctionnement. Et ça serait assez exceptionnel. Je pense qu'on peut aussi passer par le référendum pour différentes questions qu'on peut se poser, dont peut-être 10 priorités pour les Français, définies par référendum, et de réfléchir tous ensemble comment on peut les appliquer. Il y a différentes... Il y a plein de choses qu'on peut faire avant d'avoir la démission du président de la République. Demander la démission du président de la République, c'est un chaos institutionnel que nous lançons derrière, et je ne vois pas comment on peut élire quelqu'un sereinement et trouver une assemblée qui soit élue aussi sereinement derrière. Et je rappelle qu'ils ne pourront pas dissoudre non plus avant juin 2025. Donc il faudra... Plus 10 mois, hein. Faudra aussi faire avec... Il y a déjà 2 mois de passé. Donc, non, mais il faut le prendre aussi en considération. Donc, oui, c'est-à-dire que même s'il y avait un nouveau excusez-moi de ce terme, mais il y a un ras-le-bol aussi au niveau des Français. D'aller voter et de se dire je vote pour rien. Ouais. Ça, c'est important à prendre en considération et on l'entend un peu partout. Donc, il faut le prendre en considération. Après, on est en pleine crise parce qu'on trouve pas de réponse politique et on a des personnes qui sortent en disant coucou, je suis là, je vais me présenter en 2027. On peut attendre encore un peu. On peut déjà finir l'année 2024. On peut commencer l'année 2025 et essayer de construire un nouveau projet et après voir comment on se présente en 2027. Parce que d'ici à 2027, il peut se passer tellement de choses qu'il y a un vrai risque potentiel pour la démocratie française. Vous dites, les Français aussi, on en ras-le-bol. Alors on entend aussi que les Français qui ont voté pour le nouveau Front populaire, voilà, on en a pas ras-le-bol, mais se sentent un peu floués, parce qu'ils auraient bien aimé que le président de la République nomme quelqu'un issu de leur rang, en l'occurrence Lucie Castet. Je crois qu'il y avait l'éditorial du Monde, justement, qui reprochait, hier ou avant-hier, qui reprochait à Emmanuel Macron, justement, de ne pas l'avoir nommé, parce que, en gros, c'est de dire, voilà, il aurait dû la nommer, elle serait peut-être fait censurer, mais au moins, voilà, il y aurait une hypothèse qui aurait été refermée, et puis il n'y aurait pas eu cette grogne peut-être qui monte dans entre guillemets le peuple de gauche qui se sent un peu, qui crie au déni de démocratie. Ne confondons pas un électeur et un militant. Le militant, oui, est très déçu. L'électeur, c'est autre chose. On a des personnes qui sont capables d'avoir voté François Hollande depuis Emmanuel Macron ou alors même Nicolas Sarkozy avant. L'électeur, il est libre, il n'est pas toujours attaché à un parti politique. Et d'ailleurs, on le voit, on peut avoir des territoires où on vote à gauche pour son maire et on va voter à droite pour la présidentielle. Donc c'est complètement différent. Les militants, oui, sont très agacés, ça peut s'entendre, c'est un militant. Un militant, il veut faire entendre sa voix, il veut faire entendre la doctrine, le dogme qu'il va défendre, donc on doit le prendre en considération. Mais nommer Lucie Castet pour avoir un chaos derrière, parce qu'il y a motion de censure et qu'il faut recommencer toutes les procédures et qu'on n'avance pas, ça n'a aucun intérêt. Et puis, on n'était pas en urgence cet été. Et je le répète encore une fois, on n'a pas d'urgence là, à part le budget, donc on peut prendre le temps de construire quelque chose de nouveau. Et de construire ce budget aussi où on a besoin de faire des économies. Comment on le fait en l'état si personne n'accepte de dialoguer? Donc nommer quelqu'un, juste pour nommer quelqu'un, ça n'a pas d'intérêt particulier. Et on aurait reproché au président de la République d'avoir nommé quelqu'un parce que il savait qu'elle ne pourrait pas tenir. Donc quoi qu'il arrive, il aurait été critiqué. Quoi qu'il arrive, nous serons critiqués. Mais nous devons trouver des solutions. Et la meilleure des solutions, c'est d'arrêter de donner des noms à droite et à gauche et de donner un espace politique en disant voilà, vous avez une deadline, trouvez des accords. Ressortez de là avec des accords. Ça, c'est faisable. Mais pour ça, il faut mettre la pression sur le pourquoi et pas sur le pour qui. Alors, sans être technique, mais pour expliquer à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, on a actuellement donc un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes. Comment ça se passe à l'Assemblée? Est-ce que les travaux parlementaires, est-ce qu'ils ont repris à l'Assemblée? Je ne crois pas encore. Il n'y a pas eu encore la rentrée. Alors, il y a des collègues qui ont commencé en commission. Il y a des commissions qui ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Comment ça va se passer? Et quid du budget si on continue comme ça dans
de cette incertitude gouvernementale. On serait capable déjà, de pouvoir comment faire... ça se passe aujourd'hui le moment, il n'y a pas de rentrée parlementaire. Le quotidien du député depuis le 18 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Les vacances se prolongent, tout va bien. C'est pas des vacances, ça se prolonge pas pour autant, tout va bien. Non, la preuve, c'est qu'on est en train de se dire que ça va pas très bien et qu'on cherche des solutions pour l'avenir. Là, il y a ce qu'on appelle les commissions, donc les commissions permanentes ont commencé pour certaines à se réunir parce qu'il faut quand même préparer des budgets et préparer les nominations des rapporteurs et autres pour les prochains temps. On est à peine dans les rentrées parlementaires de chaque groupe politique. Logiquement, on devrait reprendre au début octobre. Mais on a des groupes politiques qui demandent à ce qu'il y ait une session dite extraordinaire qui commence plus tôt. Une session ordinaire, si je ne dis pas de bêtises, démarre le 1er octobre et se termine le 30 juin. Ça, c'est une session ordinaire. C'est une session ordinaire. Et donc, tout ce qui est extraordinaire, c'est hors période. Et pareil, sur la période de Noël, on peut arriver plus tôt au mois de janvier, si le gouvernement demande à ce qu'on arrive plutôt début janvier plutôt que fin janvier. Parce que logiquement, on est censé nous laisser du temps pour passer du temps en circonscription et pouvoir voir le monde associatif, nos chefs d'entreprise, le monde sportif et tous citoyens qui ont besoin d'échanger avec nous. Donc là, il se passe pas grand-chose en l'état, il y a beaucoup de discussions. D'ailleurs, je déplore qu'il se passe pas grand-chose, que ça aurait été bien aussi qu'on puisse nous se réunir pour essayer de discuter, de faire des propositions et des améliorations. Et faut que le budget soit voté au plus tard à la mi-décembre. Il doit commencer normalement en début octobre. Il est possible de le repousser un peu. Il est possible de voter un premier budget et d'avoir un budget rectificatif qui arrivera en l'année 2025. On sait qu'on a besoin de faire des économies d'un côté, mais on sait aussi qu'on a besoin d'accompagner des Français qui sont en difficulté, des chefs d'entreprise qui nous demandent des choses complémentaires, parce qu'il y a eu un impact important de l'inflation sur les dernières années, qui a fait très mal au niveau économique. Même si aujourd'hui l'inflation est redescendue, il faut qu'on puisse accompagner ce monde économique dans cette transition vers l'avenir. Et on ne pourra pas le faire si on laisse tel quel. Mais pour ça, voter un budget quand on n'a pas de gouvernement, pas de majorité, c'est presque impossible. Et même si on avait un gouvernement, si on n'a pas de majorité, c'est presque impossible aussi. Je rappelle que quand on vote un budget, c'est qu'on se considère dans la majorité, donc en soutien au gouvernement qui est en place. Et en l'état, on n'a pas de gouvernement, on ne sait toujours pas pourquoi, et je ne vois pas qui va voter un budget en l'état, vu qu'on ne sait pas où on va. Donc on est bien dans le brouillard quand même pour les... On est dans le brouillard, mais pour autant on n'est pas en difficulté, on n'est pas en danger. Il y a une proposition qui a été faite par le gouvernement démissionnaire, c'est au Parlement de prendre toute sa place. L'Assemblée nationale et le Sénat, chacun va se réunir de son côté et va faire des propositions d'amélioration, d'économie, de dépenses, et on verra comment on peut trouver des solutions. Mais il faudra accepter aussi d'écouter les autres représentants politiques, et je le dis pour nous comme l'ensemble des partis politiques, avec toujours cette ligne rouge, pour beaucoup d'entre nous, ni LFI, ni Rassemblement national. On va refermer provisoirement la parenthèse politique nationale, quoique c'est lié tout de même, parce que je voudrais qu'on parle un peu plus de vous. On vous a vu pas mal avant, enfin le mandat précédent, je veux dire, enfin, la fin du premier mandat et le début du deuxième mandat, pas mal sur les plateaux de télé au niveau national. Voilà, on le voit, vous êtes vous êtes plutôt à l'aise dans le débat, vous êtes un débatteur, voilà, qui avait un peu son rond de serviette sur certains plateaux télé. Et après un peu moins. Enfin voilà, comment vous positionnez, comment on arrive, est-ce que vous voulez toujours un peu avoir être dans la lumière au niveau national ou c'est toujours ou un peu moins? C'est pas histoire d'être dans la lumière. Alors, quand je suis arrivé, je rappelle, j'étais un bon client pour les plateaux de télé. J'étais il y a 30 ans et je m'attendais pas à faire autant de choses. J'ai eu des opportunités que j'ai saisies. Et puis, je pense que la manière dont j'expliquais les choses, ou que je pouvais dire certaines choses différemment de certains de mes collègues, a dû plaire à beaucoup d'émissions. Puis j'ai refusé de faire de plus en plus certains plateaux télé par rapport à la qualité du plateau, par rapport à ce que j'entendais. La CNews, je crois qu'on a parlé entre nous, parce qu'on vous voyait souvent, vous étiez un invité régulier de CNews, pas chroniqueur, hein, j'entends bien, mais invité en tant que CNews, député. de BFM. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec Sonia Mabrouk en plateau le mardi, face à Elisabeth Lévy qui tenait des propos parfois compliqués. Donc moi, ça m'a beaucoup formé par contre, politiquement, ça m'a permis de m'améliorer aussi dans ma manière de débattre. Mais je trouve important de pouvoir aussi représenter un autre territoire, d'apporter une autre vision des choses, de pas avoir toujours le même discours que certaines personnes. J'ai eu la chance aussi d'avoir été nommé porte-parole en 2022, avec toujours cette liberté qui me permettait de faire beaucoup de choses. Et j'ai voulu ralentir parce que la vraie vie ne se fait pas sur les plateaux télé, et qu'il y a un espèce de microcosme médiatico-parisien qui ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons. Donc on peut dire tout ce que l'on veut sur ces plateaux-là, on sera toujours contredit de ce que nous racontons parce que ça ne correspond pas à cette ambiance locale. Par contre, ça parle chez nous, ça va parler dans d'autres territoires au niveau national, mais ça ne parlera pas aux Parisiens. Donc j'ai voulu lâcher un peu. Et puis on se rend pas compte, c'est usant et ça nous prend beaucoup de temps. Parce que des fois, on fait pour faire un plateau de 13 minutes, il nous faut presque 1h30 de battement. Et j'avais
d'autres ambitions, j'ai eu des responsabilités importantes aussi à l'Assemblée. Donc à partir de là, j'ai commencé à me détacher. Et j'ai fait beaucoup de critiques sur l'espace médiatique national, sur la manière dont les débats étaient organisés, sur les choix et les thématiques qui étaient mises en place, parce qu'il n'y avait rien de constructif. Et on créait plus de la peur auprès des Français qu'on apportait des solutions. Alors que moi, mon objectif, c'est d'aller sur un plateau télé pour essayer d'apporter une solution, une réponse ou une transparence sur ce que nous faisons en tant que responsables politiques. Lorsque vous avez été réélu en 2022, puis je crois encore aussi, vous l'avez redit après, au lendemain de des législatives qui ont suivi la dissolution, vous avez dit que c'était votre dernier mandat en tant que député, alors que rien ne vous oblige voilà, il n'y a pas de cumul dans le temps au niveau des mandats électifs. Voilà pourquoi se contenter de 2 mandats, j'allais dire, et ensuite pour faire quoi après? Alors déjà, honnêteté intellectuelle et honnêteté envers l'ensemble des citoyens de la 2e circonscription. C'est une déclaration que j'ai faite dès le mois de mars 2017, en expliquant si jamais j'allais être candidat, si au bout de 10 ans on n'a pas pu apporter certaines choses, donc 2 mandats, il faudrait peut-être penser à laisser la place. Et je fais partie d'une génération qui dit qu'on peut pas rester au même poste ad vitam aeternam. Il faut savoir faire tourner aussi la machine politique avec des nouveaux arrivants, des personnes qui pensent différemment. Et puis, quand on est dans la machine en permanence, on se rend plus toujours compte de ce qui se passe à côté. Donc c'est important pour moi. Et puis moi, je suis élu à 30 ans. À 30 ans, j'ai le temps de voir ma vie, j'ai le temps de construire encore beaucoup de choses à côté, peut-être dans le milieu économique, peut-être dans le milieu associatif, peut-être dans d'autres choses. Et donc c'est pour ça que je m'engage de cette façon-là en disant, mon objectif c'est de faire 2 mandats, donc 10 ans. Malheureusement, il y a eu une dissolution. À ce moment-là, il fallait répondre dans l'urgence. J'avais pas la volonté, moi, de mettre mes crampons, j'allais dire, de côté. Je voulais chausser les crampons, rentrer sur le terrain, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je maintiens le fait que je ne me représenterai pas en tant que député, dans le sens où, oui, il faut laisser la place. Il faut accepter de se dire que la politique, ce n'est pas un travail que l'on a jusqu'à la fin de sa vie et on prendra sa retraite, et certains, même à la retraite, continuent à faire de la politique. Il faut savoir laisser sa place, et il faut savoir bouger de coin, de milieu en milieu, de segment en segment. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis très jeune. J'ai souvent changé d'entreprise, j'ai changé de milieu économique, j'ai changé de région. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Et je pense que c'est aussi ce que j'aime dans la vie que nous avons, c'est de se dire que on n'est pas obligé de rester enfermé directement à un métier, d'être enfermé en tant que parlementaire dans une continuité permanente. Et puis, j'ai beaucoup critiqué mon prédécesseur Denis Jacquat parce que quand il était élu la première fois, je n'étais pas né et qu'il est resté très longtemps à sa place, que j'ai soutenu des personnes qui se sont présentées contre lui. Je vais pas dire des choses sur les autres et ne pas me les appliquer à moi-même. Donc c'est pour ça que je dis ce genre de choses. Et ce n'est pas, à ce moment-là, quand je fais la première annonce, je n'ai aucune vision particulière de ce que je peux faire derrière. C'est un engagement personnel et c'est important pour moi de le respecter. Chez les nouveaux députés, enfin chez les nouveaux candidats, et puis c'était d'ailleurs plus ou moins au programme d'Emmanuel Macron, je crois en 2017. Et puis oui, on devait mettre en place le non-cumul des mandats au bout de 3 mandats, même pour les élections locales, ce qui n'a pas été mis en place. Et puis, je le répète, j'ai tellement été monté au créneau, je suis tellement monté au créneau sur le non-cumul des mandats dans le temps comme dans le cumul effectif, je peux pas, moi, ne pas me l'appliquer derrière. Est-ce que ça veut dire pour autant aussi la fin de l'engagement politique ou la fin de la dernière fois que vous suscitez le suffrage Quand on aime autant la politique, on peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Je connais des personnes qui sont à la retraite politique et qui continuent à faire de la politique, des personnes qui étaient des élus parlementaires et qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui sont toujours présents dans le milieu politique. On peut pas se désintéresser. Quand on aime son pays, quand on aime la politique française, quand on aime la vie publique en France, on peut pas sortir du jour au lendemain en disant c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et je vais faire autre chose. On reste toujours plus ou moins à proximité, soit avec un engagement parfois associatif, consulaire, même si on est dans le milieu de l'entreprise, on essaie de prendre des responsabilités au niveau des organismes. On reste dans l'engagement politique. Je rappelle que l'engagement politique, ce n'est pas simplement se faire élire, être un conseiller municipal, conseiller départemental ou d'être un député ou sénateur. C'est aussi de s'engager dans tout ce qui est chambre de commerce, chambre des métiers. C'est un engagement politique. Un engagement associatif, c'est un engagement politique. Le monde syndical, qu'il soit pour les patrons comme pour les salariés, c'est un engagement politique. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. L'engagement politique, c'est un engagement envers une communauté, c'est envers une structure, envers son pays. Et il ne se fait pas simplement par un engagement d'élection législative, sénatoriale ou autre. Et on verra. Ou municipal. Ou municipal, on verra pour la suite. C'est la question sur laquelle je voyais vous arriver, ne vous inquiétez pas. On parle parfois de votre nom pour être candidat au municipal à Metz.
Ah, c'est bien. Ça prouve que peut-être j'ai fini par m'intégrer dans le milieu politique local, parce que quand je suis arrivé, on m'expliquait que j'étais une chèvre à côté de la photo d'Emmanuel Macron et que je n'apporterais rien, parce que je n'avais pas été élu et ainsi de suite. Et in fine, peut-être que j'ai fini par démontrer que j'avais quelque chose à apporter. Alors tant mieux si on parle de moi, c'est que j'ai peut-être créé quelque chose aussi, une dynamique avec. Ça vous intéresserait franchement, bien sûr que ça peut m'intéresser. Je vais être avec vous. Je dis pas que non, mais elle est pas prête. Est-ce que vous bien pensez, sûr que ça m'intéresse. Je suis messin, j'aime cette ville, j'y ai grandi, j'y suis élu. Donc ça vous intéresse? Je peux pas dire que ça ne peut pas m'intéresser. Ça serait un mensonge de vous dire que je suis pas intéressé. Donc vous êtes intéressé pour être potentiellement candidat à la mairie de Metz? Je l'ai dit déjà, pour ceux qui se parlent de 2027, c'est la même chose pour moi pour 2026. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres engagements et d'autres combats. Peut-être me donner mon nom pour être Premier ministre, ça pourrait être marrant aussi. Non, mais la réalité, c'est que je ne suis pas en train de penser à ça. Moi, je suis vraiment focalisé sur ce que nous sommes en train de vivre parce que j'ai vraiment peur que la démocratie française soit mise en danger dans les prochains temps. J'ai vraiment très peur de ça. Et c'est pour ça que je vous le dis tel quel et que je ne vais pas trahir ma pensée. Donc je n'ai pas le temps de penser au reste. Je penserai au reste plus tard. Alors oui, ça m'est arrivé d'y penser, de personnes qui sont venues voir en m'expliquant que ça pourrait être intéressant que je me présente et ainsi de suite. En 2026, de créer quelque chose. Bien sûr. Mais en l'état, je n'y pense pas du tout. J'ai vraiment d'autres choses à faire. Et je vous mens pas. Ça m'intéresse. Ça pourrait m'intéresser d'aller plus loin, mais en l'état, j'ai vraiment autre chose à faire et j'ai vraiment peur pour ce qui peut se passer dans les prochains temps en France. On va rester sur Metz encore un petit peu. Donc c'est sur votre circonscription, il n'y a pas que la commune de Metz, mais certains quartiers. 55 communes, non? Ouais, voilà, 55 communes, mais certains quartiers de Metz en font partie. Donc j'imagine, et puis donc la métropole également. Donc j'imagine que vous regardez d'assez près la politique qui est menée par François Grosdidier en tant que maire ou en tant que président de la métropole. Vous en pensez quoi? Je me suis déjà opposé quand j'étais pas satisfait. J'ai déjà rendu service quand il y avait besoin d'être présent pour accompagner les élus locaux. Sur quel point vous lui donnez crédit et sur quel autre vous êtes plutôt, je suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. On aura des désaccords fondamentaux avec François Grosdidier, il le sait, et là-dessus ça me posera aucun problème de les assumer jusqu'au bout. Sur quel thème? Comme on aura des accords. Et quand même, sur quel thème? En tant que on a le droit de savoir. Enfin voilà, c'est normal qu'on s'interroge sur ce que vous pensez, voilà, encore une fois, de la politique, des choses j'ai besoin de le dire publiquement, je l'ai fait. Comme sa position, par exemple, sur les réfugiés palestiniens que je trouvais, non pas sa proposition qui me dérangeait, mais la manière dont il l'a apporté en expliquant que c'était le gouvernement qui l'avait demandé. Et moi qui suis aussi très touché par ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, ça m'a blessé de pouvoir me dire qu'on utilisait un peu cette misère humaine pour pour exister politiquement. Alors on m'explique que c'est pas vrai, que j'ai mal compris ce qui a été dit. Vous aviez dénoncé un coup de communication. C'est un coup de communication parce que les Palestiniens ne peuvent pas sortir de leur territoire. Et que le gouvernement français n'a jamais demandé aux élus de pouvoir... Qui était prêt à accueillir... Le gouvernement français n'a jamais demandé aux élus de France de pouvoir accueillir des réfugiés palestiniens, parce que de toute manière, on ne peut pas les faire sortir. Et ceux qui sont sortis avant, qui sont des sportifs, qui sont des personnes de lettres, des artistes, ont déjà été pris en charge. C'est une position du maire, mais qui ne concerne pas vraiment sa politique mais non, mais ça aurait pu être pareil sur les Ukrainiens, où je pense qu'il a été trop vite. Je trouve que... En fait, ce qui me dérange, si vous voulez, dans la politique d'aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup trop de communication et je crois qu'il en est un bon représentant. La communication, c'est une chose qui est importante en politique, mais on ne doit pas surcommuniquer en permanence. Je me pose toujours des questions, comme beaucoup de commerçants, sur les travaux du centre-ville. Je me pose des questions sur les mairies de quartier. Alors, il y a de la demande, certes, mais est-ce que c'est l'avenir aussi municipal? On parle d'insécurité. Oui, sur la sécurité, il nous a vendu un programme ultra sécuritaire. On a beau lui expliquer, on essaie de lui expliquer que c'était pas possible de faire ce qu'il disait, que ça n'avait l'ensemble de la classe politique, de gauche comme parfois de droite, à moins qu'on mette un agent de police derrière chaque citoyen messin. On ne pourra rien faire et que malheureusement le risque existe toujours, mais on doit le limiter. Et je suis désolé, on parle par exemple on parle d'un fait très grave et très malheureux qui est le viol d'une dame dans un parking souterrain. Je suis pas certain que la réponse soit de mettre des places de parking réservées aux dames. C'est quoi la solution alors? Mais c'est déjà de renforcer la sécurité et d'apporter des réponses complémentaires. Le panneau réservé aux dames va changer quoi? Hormis dire, vous êtes sûr de les trouver là? Qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Et c'est le problème aujourd'hui de la communication politique. L'idée, c'est de mettre à proximité des lieux plus sécurisés, peut-être sous une caméra et à proximité de la sortie, hein, c'est pas simplement. Et on le fait partout, dans toute la ville. Et la vidéosurveillance, parce que c'est quand même le... Moi, je suis pas contre la vidéosurveillance, mais ça règle pas tous les problèmes. Au cœur de sa stratégie. Et puis, il faudrait que tout soit métropolisé. Tout ne peut pas être géré par la ville de Metz.
On a aussi des besoins en dehors de la ville de Metz. Au niveau de la métropole, que ce soit à Montigny, à Marly, à Voipy, à Seulny, ces communes ont aussi besoin de ces réponses-là. Et si on mutualise les moyens, ça coûte moins cher aussi pour le Messin. Donc il y a toutes ces réflexions qu'on peut mener. Mais en l'état, je dirais pas qu'il fait de mauvaises choses. Mais la seule chose, moi, qui me dérange depuis son élection, c'est que c'est jamais de sa faute. Il n'est jamais responsable, et toutes les difficultés qu'il a, c'est la faute des autres. La faute du préfet, la faute de Dominique Gros, la faute d'un tel, la faute de nous, la faute du gouvernement, la faute d'Emmanuel Macron. Je crois qu'au bout d'un moment, quand on est responsable politique, on doit prendre ses responsabilités et dire « j'ai pas la solution, mais je vais la trouver ». Mais pas dire « j'ai pas la solution, mais c'est la faute des autres ». Pendant pas mal de temps en France, on a beaucoup d'élus au niveau national qui disaient « c'est pas de ma faute, c'est Bruxelles ». Et on voit ce que ça a donné. Ça rejette la politique européenne. Si on continue à dire c'est pas de ma faute, c'est les autres, ben, il y a quelqu'un qui va arriver en disant c'est pas de votre faute, c'est la faute du préfet. Laissez-moi faire. Je vais le faire. Et je vais assumer le fait de ne pas pouvoir faire certaines choses. Il faut assumer de dire soit je ne sais pas, soit je ne peux pas. On fait des promesses des fois qu'on ne peut pas tenir, il faut accepter de dire je ne peux pas la tenir. Et arrêtons de faire des promesses dans ce cas. Trouvons un moyen de faire, proposons des projets, des rassemblements, de fédérer des citoyens et de les mettre aussi autour de la table. Et puis rejeter le monde de la fête, tous ces sujets m'ont posé problème. Dans le sens où, quand il y a un problème, on ne doit pas fermer des portes, on doit ouvrir des nouvelles. L'allusion aux boîtes de nuit. Par exemple, les débats sur les boîtes de nuit, les débats aussi sur certains restaurateurs qui se plaignent sur la manière dont ils peuvent être traités. Tout ça, c'est à prendre en considération. Mais c'est pas pour autant que je jette le propre sur François Grosdidier. Je dis juste que j'ai eu des désaccords aussi avec Dominique Gros, alors que j'étais aussi un soutien de Dominique Gros, et bien plus que je ne le suis de François Grosdidier. Mais la réalité, c'est que on peut pas toujours être satisfait. Mais en même temps, il faut qu'on accepte aussi, quand on est responsable, et quand on est maire d'une ville, ou quand on est un adjoint de la ville, d'accepter la critique des citoyens et des autres élus politiques. Et puis, il a une chance exceptionnelle, c'est qu'il n'a pas vraiment d'opposition. Son opposition est malheureusement trop faible. Elle n'existe pas. Elle n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez puissante pour l'embêter. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre aussi d'être dans cette situation-là, de dire regardez, c'est pas de ma faute. Je suis désolé, le préfet il n'est pas là pour l'embêter. Et puis Dominique Gros n'est plus maire de Metz. Donc maintenant, quand on est maire de Metz, on s'assume et on apporte des réponses complémentaires. Une dernière question, après on passera la parole à la salle. Il y a un autre député qui est de votre camp, qui est député de Metz aussi, c'est Belkir Belhaddad. On dit aussi qu'il regarderait en 2026 vers les municipales à Metz. Et on dit aussi que vos relations sont pas hyper au top, comme on dit. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans toute équipe, on n'a pas besoin d'être les meilleurs amis du monde pour avancer tous ensemble. J'ai joué au rugby avec des gens que je n'appréciais pas en dehors du terrain. Mais par contre, sur le terrain, on était ensemble, on portait le même maillot et on se battait ensemble. Vous l'appréciez pas, Belkir Belhaddad ? Non, c'est pas que je ne l'apprécie pas. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. On peut avoir des désaccords. On n'a pas les mêmes histoires de vie, on partage pas toujours les mêmes ambitions et les mêmes convictions. Mais pour autant, je ne déteste pas Belkir Belhaddad et je l'ai toujours soutenu. J'ai toujours été présent quand il y avait besoin aussi, comme il l'a fait de son côté. Et on a eu des désaccords, par exemple, sur la loi immigration. Moi, j'en étais rapporteur et j'ai été jusqu'au bout de la démarche. Lui a voté contre et j'ai toujours respecté son choix. Et je n'ai jamais critiqué publiquement non plus Belkir Belhaddad. Et je crois qu'il y a beaucoup de bruit. Et je laisse les bruits pour les autres. En tout cas, quand nous, on a besoin d'être une équipe, on est une équipe. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde en permanence, dans tous les sujets, dans tous les partis politiques. Je crois que d'autres élus présents dans la salle pourraient témoigner que même quand ils dirigeaient une équipe, il y avait des tensions importantes dans cette équipe. Ça ne leur empêchait pas d'être unis pour avancer tous ensemble. Merci Ludovic Mendes. Merci. Y a-t-il des questions ? On sent bien qu'il y a deux points de crispation qui font qu'on ne parle pas suffisamment du pourquoi faire et plus que du pour qui. Il y a deux points de crispation qui me semblent être la réforme des retraites et le SMIC à 1600. Le point, c'est que Cazeneuve n'est pas soutenu par la gauche. Vous avez dit tout à l'heure par le RN, mais le RN a dit qu'il ne censurerait pas Bernard Cazeneuve. Donc le problème de Cazeneuve, c'est le Parti socialiste aujourd'hui. Malheureusement, même Monsieur Gage, Parti socialiste, n'était pas très chaud sur le fait que la NFP se réunisse avec LFI. Et de l'autre côté, vous avez Xavier Bertrand qui, lui, n'est pas soutenu par son camp. Donc en fait, on a des personnes qui pourraient être Premier ministre pour faire des politiques sans qu'ils soient eux-mêmes soutenus par leur propre camp, ce qui est quand même un comble. Donc est-ce que vous ne croyez pas que le défi qui est aujourd'hui celui de Monsieur le Président de la République, c'est celui d'arriver à trouver quelqu'un qui ne détricoterait pas la réforme des retraites et qui ne prendrait pas une mesure qui est très vite
critiqué et monté en dérision sur le fait que de mettre le SMIC à 1100 € ne résoudrait absolument pas les problèmes de la France, ça c'est sûr. Alors, je partager 2 points. La réforme des retraites a été très mal comprise. Et on a été responsable sur le fait qu'elle était très mal comprise. Parce qu'il y a eu des annonces et ça a été compliqué de pouvoir les expliquer derrière. La réforme des retraites a modifié, a amélioré des conditions pour certaines personnes, mais a donné la sensation que chacun d'entre nous était pris au piège et qu'il allait beaucoup plus travailler. La réalité, c'est que la dernière réforme sous François Hollande laissait l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Mais vous aviez un malus si vous partiez à 62 ans. Donc en gros, vous partiez souvent à 63, 63 et demi. La seule différence, c'est que nous avons accepté de dire on enlève à 62 ans, on le met à 64, et ceux qui ont commencé à travailler tôt, comme l'a dit Jordan Bardella partout, parce que je crois qu'il a même pas lu cette réforme des retraites, plus vous avez commencé tôt, plus vous partirez tôt. Si vous êtes en plus travailleur handicapé depuis un certain temps, vous partez aussi très tôt, voire à 55 ans. Donc 9 ans avant les autres. Donc tout ça, on l'a pas su l'expliquer. Et on s'est retrouvé dans la rue avec des personnes qui n'étaient pas simplement contre la réforme des retraites, mais contre leur inconfort aujourd'hui au travail, contre leur salaire qui n'avait pas augmenté pour la majorité d'entre eux. Et la majorité d'entre eux n'étaient pas des salariés du privé, étaient des représentants du public. Et souvent des catégories B et C, qui, on doit le dire, depuis 2008, n'avaient pas été revalorisées. Comme pour les retraités. Ça, c'est un débat que moi j'avais posé il y a 3 ans, et on m'expliquait que c'était pas trop grave, vu que les impôts avaient baissé, et ainsi de suite. Sauf que quand votre salaire n'augmente pas, au bout d'un moment, vous vous dites, pourquoi je continue à travailler, à me donner autant et à donner pour les autres si en plus moi je n'ai pas de reconnaissance. Et c'est le débat que nous avons sur le SMIC. Une personne aujourd'hui qui est à 1540 € net, elle se dit que demain, à 1600 € net, elle est smicarde. Et c'est pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais pour l'ensemble des Français, c'est péjoratif que de se dire je suis au SMIC, je suis au salaire minimum, donc je n'apporte rien ou tout ce que j'ai fait avant n'est pas reconnu, n'est pas pris en considération. À titre personnel, et je pense que c'est faisable parce que ça existe dans des branches en France, on peut augmenter le salaire de tous les salariés chaque année. On ne dit pas de 2, 3, 4, 5 ou 10%. Ça peut être que de 1, 1,5%. C'est faisable. Et on sait à quel point ça peut améliorer les conditions de travail et la reconnaissance des salariés. Pour ça, il faut qu'on puisse se poser, revoir la manière dont on accompagne le milieu économique. Mais comme je dis, si ça marche dans des branches où les syndicats patronaux et les syndicats de salariés arrivent à dialoguer pour définir un taux d'augmentation de tous les salaires, parce qu'il y a une grille salariale, parce qu'il y a une reconnaissance des diplômes, de l'ancienneté et ainsi de suite, ça fonctionne. Et en plus, on aura une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui ne sont pas mis sur la table parce qu'on est toujours sur du dogme. Le SMIC, la retraite et les patrons gagnent trop d'argent. Je le fais simple, mais c'est comme ça que c'est vendu. La réalité, c'est qu'on a des chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté pour certains, d'autres qui vont très bien, et certains chefs d'entreprise gagnent moins que leurs salariés. Et ça, on n'en parle jamais. Et on oublie aussi une chose, c'est qu'un chef d'entreprise, il a mis l'ensemble de son engagement personnel et parfois de ses biens personnels pour sauver son entreprise ou pour faire en sorte que son entreprise puisse avancer. Donc on doit le prendre en considération. D'ailleurs, on a modifié la loi pour limiter cet impact aussi des chefs d'entreprise en cas de risque de liquidation ou de difficultés importantes. Mais le salarié, il a besoin d'être accompagné. Et je pense que nous avons fait une erreur fondamentale de croire que simplement des primes et la participation répondraient à ça. Et puis je crois que le partage de la valeur, ça ne se fait pas simplement dans l'entreprise. Ça se fait dans l'ensemble de la société. Il y a des groupes, il y a des systèmes financiers qui gagnent plus d'argent que n'importe qui et qui ne le repartagent pas assez. On a aujourd'hui en France ce qu'on appelle une taxe sur les transactions financières, qui ne nous fait aucun mal à nous tous. Et on peut s'en servir pour justement mieux redistribuer ces ressources financières. Elle existe en France, elle existe nulle part ailleurs en Europe. Ça prouve, malgré tout, on a une bourse qui fonctionne très très bien à Paris. D'ailleurs, c'est une des plus puissantes du marché européen depuis que Londres est sorti avec la City de l'Union européenne. Donc, on va pas tuer le monde économique français. Donc, servons-nous déjà de ce que nous avons en France, améliorons-le et faisons en sorte de mieux redistribuer les plus-values. Et c'est ce que demandent aujourd'hui tous les Français, pas simplement de gauche, même de droite. Pourquoi ? Parce que quand on est de droite, on est libéral et qu'on se dit on donne, mais derrière, en fait, on se rend compte qu'on a quand même des difficultés et qu'il y en a d'autres qui ne donnent pas et qui gagnent en permanence, ça ne peut pas fonctionner. Donc, accompagner le monde économique, c'est aussi de reconnaître qu'on ne peut pas toujours prendre sur la valeur travail. Ensuite, on doit dire aux salariés qu'on peut les accompagner avec une augmentation annuelle. Certes, elle ne sera pas de 10%, mais ça permettra d'évoluer avec une société qui change. Il y a 20 ans, le relevé bancaire ne ressemble pas à ceux d'aujourd'hui.
Il y a 20 ans, le téléphone fixe coûtait très cher et on l'utilisait très peu. Aujourd'hui, ça coûte moins cher, voire presque rien, mais par contre, on a beaucoup de choses à côté. On a changé notre mode de vie. Quelque chose qui n'était pas primaire il y a 10 ans est devenu primaire aujourd'hui. Et on ne le prend pas en considération non plus. Et puis, il faut accepter aussi l'automatisation dans le milieu économique. Tant qu'on n'acceptera pas d'automatiser plus, on ne créera pas plus d'emplois et on ne créera pas plus de richesses. Tout ne peut pas reposer simplement sur le salarié. Le salarié, au bout d'un moment, il est humain. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il donne déjà aujourd'hui. Donc, on doit pouvoir l'accompagner autrement. Et c'est aussi les faire monter en compétences. Ça passe par la formation, ça passe par tous ces sujets. Et plus on monte en compétences, plus on monte en grade, plus on monte en grade, plus on gagne de salaire, logiquement. Et je crois que c'est l'objectif de chaque chef d'entreprise. Que son salarié, quand il vient travailler le matin, soit content de venir travailler le matin. Et quand il repart le soir, il se dit, j'ai passé une bonne journée et je vais revenir demain. Et pas venir avec la boule au ventre et repartir le soir en disant je sais même pas pourquoi je viens travailler. Parce que je suis obligé, parce que je dois payer mes factures. Et ça, on l'entend tous. Je crois qu'on peut créer quelque chose de différent, une nouvelle dynamique, et c'est demandé par l'ensemble des Français. Mais pour ça, on doit accepter de s'écouter et de dialoguer autrement. Et d'arrêter d'être simplement sur des dogmes qui sont des vieux dogmes. Parler du SMIC en permanence, ça ne parle pas à l'ensemble des Français. Aujourd'hui, même quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, il a vu son pouvoir d'achat se réduire. Alors certes, quand je dis ça, on me dit il est malade. Il n'a pas le droit de dire ça, parce que quelqu'un qui a 1 200 € par mois, il est plus en difficulté. Mais dans ce cas, c'est pour tout le monde. Il y a plus de difficultés pour quelqu'un qui a 1 200 € par mois, c'est une réalité. Mais celui qui avait 3 000 € par mois avec un certain niveau de vie, un certain confort de vie, et qui se retrouve à ne plus partir de la même manière, ne plus faire les travaux dans sa maison, parce qu'il veut aussi mieux isoler, parce qu'il ne peut plus faire de crédit, ainsi de suite, c'est les mêmes difficultés. Et je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de l'ensemble des Français et de l'ensemble des travailleurs. Parlons de l'ensemble des travailleurs et faisons en sorte d'avoir une meilleure égalité de traitement. Les grilles salariales le permettent. La grille salariale permet de faire évoluer les gens, permet de mieux payer et surtout d'avoir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes qui n'existe pas aujourd'hui. On a fait énormément d'avances. D'ailleurs, on a de la chance, on a Marie-Josée Zimmermann qui a aussi apporté cette évolution-là. Voilà, je la cite alors que politiquement, nous ne partageons pas grand-chose. Mais ce sont des combats que nous devons avoir tous ensemble. Et le monde économique est bien plus prêt à le faire qu'on ne le pense. Et le politique ne comprend toujours pas qu'on peut parler au milieu économique et on peut changer la donne au niveau du milieu économique, mais pas toujours en parlant de taxes, d'impôts, de ci, de ça. Ça ne peut pas marcher. Et je crois que même entre nous, on a pu en parler à un moment ou à un autre, les super dividendes et les super profits, ça ne parlait pas qu'au peuple de gauche. Il y a 10 ans, ça parlait au peuple de gauche. Aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi des entreprises peuvent gagner autant d'argent et ne pas le redistribuer ni à leurs salariés, ni à l'ensemble des Français. Dans un moment où on a tous donné, comme la crise Covid et la période d'inflation, où on a tous participé à maintenir l'économie de notre pays à flot et de faire en sorte de ne pas détruire les salaires et le salariat en mettant des personnes au chômage et ainsi de suite, on doit tous donner, si on a les moyens de le faire, à la collectivité, de quoi faire avancer notre pays. Malheureusement, c'est un débat qu'on n'ose pas poser, et ça, c'est le reproche que j'ai fait aussi au président de la République, et surtout à Bruno Le Maire. Quand on ne dit pas d'augmentation d'impôts, c'est pas d'augmentation d'impôts. Quand on regarde les niches fiscales et sociales qui existent dans notre pays, il est possible de faire des économies, et on peut trouver une autre solution, une autre réponse pour le faire. Et d'ailleurs, la France a porté ça à Paris, dans un congrès international sur la paix et la lutte contre la pauvreté. On a parlé d'une taxe sur les transactions financières mondiale, voire européenne. On est les seuls à l'avoir. Donc, montrons l'exemple aux autres et montrons que la France, encore une fois, c'est le pays des Lumières qui est capable de réinventer le milieu économique et autres. Les Français ne sont pas anticapitalistes. Ils ne sont pas pour autant très libéraux. Ils sont entre deux. Ils veulent bien gagner leur vie, pouvoir protéger son prochain, mais il faut que chacun y participe. Et en l'état, je crois que là, on ne montre pas que tout le monde participe à l'évolution de notre pays. La réponse est un peu plus large que... Désolé. Mais parce qu'on ne peut pas répondre simplement sur 2 points. C'est le problème du politique et de la communication, c'est que on pense que répondre juste sur le SMIC ou sur la retraite va permettre de répondre aux autres. Non. Mais non, tout est une chaîne. Non, mais je termine là-dessus, mais je rappelle juste que quand on prend des décisions, c'est une chaîne. Et chaque maillon, s'il n'est pas bien accroché à l'autre, la chaîne va casser. Merci. Est-il question rentrée? Non. Je ferai plus. C'est bon. Bien, merci Ludovic Mendes, merci d'avoir joué le jeu de son filtre organisé avec Orange et avec la maison Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous le 10 octobre prochain avec un nouvel invité. Nous recevrons le maire de Voipy, président d'Inspire Metz et vice-président de la région, Cédric Goutte. À bientôt.